À côté de toutes ces maladies sur lesquelles j'ai été amené à faire des investigations outre-mer, bien sûr, juste la voisine des rickettsia qui a été classée avec les rickettsia pendant très très longtemps, la fièvre Q qui est due à une infection coxielle burnétique, une maladie endémique qui est présente partout, mais là aussi, comme je vous ai dit pour les leptospiroses, encore faut-il s'y intéresser. D'ailleurs, j'ai fait 2 fois des articles en disant la fièvre Q suit les rickettsiologistes. Quand vous avez un rickettsiologiste qui apparaît quelque part, vous avez une épidémie de fièvre Q. J'avais vu ça, moi, en Suisse, avec mon ami Olivier Peter. Il avait fait, il travaillait sur une rickettsia suisse, qui s'appelle Rickettsia helvetica, d'ailleurs, comme son nom l'indique, avec Burgdorfer. Et là-bas, dans le centre dans lequel il travaillait, qui était au milieu des montagnes rocheuses, il avait appris à faire la sérologie pour la fièvre Q, et donc quand il est revenu dans le Valais, à Sion, il avait cet outil de diagnostic, et il est devenu biologiste de l'hôpital de Sion, et puis il y avait quelques cas de pneumonie, donc il teste quelques cas de pneumonie, et puis, comme d'habitude, maladie à la mode, c'est la maladie légionnaire, non, est-ce que c'est une maladie légionnaire, c'est une maladie légionnaire, donc il teste, mais il avait la fièvre Q que personne ne testait à l'époque, et il dit non, c'est les fièvres Q, donc il trouve 7 cas d'infection, pneumonie par fièvre Q. Et du coup, tout le monde en Suisse commence à s'intéresser à cette histoire-là, et ils commencent à comprendre ce qui se passe, et à tester, faire une étude épidémiologique, et ils finissent par trouver 415 cas. En Suisse, où c'était quasiment devenu ignoré, complètement ignoré, la fièvre Q, ils trouvent 415 cas d'une épidémie unique, en décrivant tout le système. C'était des moutons qui faisaient la transhumance, qui étaient passés dans la vallée, et il y avait eu 415 cas infectés. Et donc la partie diagnostique, la partie émergée de l'iceberg, c'était 7 cas. À partir de 7 cas, un grand travail épidémiologique permet d'en faire le diagnostic de 415. Et donc, du coup, ils découvrent des choses très très intéressantes, c'est-à-dire déjà le biais d'infection qui nous a beaucoup été utile, donc tout part toujours de l'observation. Il observe que la fréquence de l'infection, c'est-à-dire la présence d'anticorps après le passage du troupeau, est la même chez les hommes et les femmes. Mais chez les malades, il y a beaucoup plus, 2 fois plus d'hommes que de femmes. Donc il y a un biais, non pas d'infection, mais de réponse à la bactérie. Alors c'est très intéressant parce que vous savez que on était en plein dans l'histoire de la représentation des maladies femmes-hommes, qui était devenu un truc presque indicible. Fallait pas dire que des choses étaient plus fréquentes chez les hommes, plus fréquentes chez les femmes, en dehors de ce qui était incontestable anatomiquement quand même. Et donc on disait toujours non, c'est des biais culturels, c'est les métiers qui sont différents. Donc sur la fièvre Q, pendant des années, on a dit non, c'est les métiers, c'est parce que les hommes sont plus en contact avec le bétail que les femmes. Enfin, je sais pas si c'est vrai, pas vrai. Enfin, toujours est-il que là, on avait la preuve de concept, c'est-à-dire que on voyait la différence entre être contaminé et être malade. Être contaminé, tout le monde était égal, ce qui était bien compréhensible, ça passait dans la vallée, donc il n'y avait pas que les hommes dans la vallée, les hommes et les femmes, mais les malades, c'est 2 fois plus les hommes. Donc très bien, à partir de ça, on a fait de très jolis travaux, je trouve qu'ils sont très jolis, avec mon ami Jean-Louis Mège. Je lui ai dit, écoute, il faut que tu montres est-ce qu'il y a des différences, et il y avait justement un modèle qui avait été mis en place à Toulouse d'ovariectomie, c'est la castration des femelles chez la souris, qui montrait que les souris castrées ne faisaient pas les mêmes infections que les souris non castrées. Donc les hormones femelles jouent un rôle sur la modulation. Après l'interprétation, c'est que ça diminue ou ça régule l'immunité pour pas qu'il y ait des rejets de l'embryon quand elles sont enceintes, et que donc les hormones femelles aident à tolérer sur le plan immunologique. En tout cas, c'est l'explication généralement donnée. Moi, je suis pas un immunologiste. Mais en tout cas, le modèle, on regarde le modèle avec Jean-Louis, et donc les souris femelles font des formes moins graves avec l'infection par Coxiella burnetii que les souris mâles. Donc on est les premiers à décrire ça. Nombre de bactéries, lésions observées. Très bien. Ensuite, on prend des souris femelles castrées, à qui on a enlevé les ovaires, et maintenant elles deviennent comme les mâles. Elles font des formes aussi graves. Donc c'était bien les ovaires qui faisaient ça. Ensuite, les souris castrées, on leur injecte des oestrogènes, des hormones femelles, on les infecte, et elles redeviennent comme des femelles. Donc on a bien démontré que c'était les hormones femelles qui protégeaient contre l'expression de la maladie de la fièvre Q. Donc, ce qui explique une des choses qui est toujours très intéressante,
dans les maladies infectieuses, qui est les biais de ce qu'on appelle les biais de sexe ratio. C'est pourquoi des fois c'est plus les hommes, des fois c'est plus les femmes. Encore une fois, des fois c'est très compréhensible, des fois on comprend pas. Et c'est probablement ça à moduler en fonction de l'âge. C'est-à-dire, est-ce que c'est un moment où les femmes ont une surexpression des hormones femelles, et du coup, nous, on est allé regarder ce qui se passait chez les femmes enceintes, qui bien sûr ont une surexpression considérable des oestrogènes. Et on regarde, et effectivement, les femmes enceintes ont très très peu d'expression de la maladie. C'est un travail qu'on a fait, ça, au cours d'une épidémie, encore une fois, qu'on a exploré en Savoie. Les femmes, il n'y a que 10% d'expression de la maladie chez les femmes, quand il y en a 40 à 50%, 50% en moyenne, chez les hommes et les femmes par ailleurs. Donc les femmes enceintes, qui ont une surexpression de ça, n'expriment pas la maladie, et du coup ça devient un véritable problème, parce que d'abord il y a beaucoup d'avortements qui arrivent si les femmes enceintes sont infectées dans les 3 ou 4 premiers mois de grossesse, beaucoup, peut-être 60-70% d'avortements, sans que ces avortements peuvent apparaître entièrement spontanés, la maladie est dissimulée par les hormones. Donc vous voyez même pas qu'elles ont c'est juste si vous étudiez les épidémies, l'augmentation du nombre d'avortements, si vous avez les données, pendant qu'il y a une période d'épidémie, de la fièvre Q, que vous vous rendez compte que c'est un agent d'avortement. D'accord? Donc c'est un élément très important, la modulation qu'on a vue là aussi par l'observation, qui a l'analyse qui nous a permis vraiment de comprendre, ça a été l'analyse de cette épidémie en Suisse, qui est due à l'arrivée. Encore une fois, il y a un investigateur qui s'y intéresse, il a les outils pour le faire, et vous voyez que quelque chose qui est probablement extrêmement banal a été complètement négligé. Et donc, oui, c'est vrai, c'est très très souvent en Europe, c'est les moutons ou les chèvres, mais les moutons, parce que les troupeaux de moutons, bien sûr, c'est pas les troupeaux de chèvres, les moutons, il y en a des centaines, des milliers, qui sont à l'origine des épidémies. Donc, nous, moi j'ai été sollicité plusieurs fois, une fois par l'antenne de santé publique ici, qui avait repéré qu'il y avait des cas groupés. Nous, on avait repéré sur les sérologies à Briançon. Donc très bien, on est allé une dizaine à Briançon, d'ailleurs avec Yolande Auboidia, encore une fois, pour regarder ce qui se passait. Très rapidement, Philippe Brocchi, en faisant les premiers interrogatoires, s'est rendu compte qu'il y en avait 3 ou 4 qui habitaient à côté de l'abattoir. Et il y avait un abattoir au milieu de Briançon. On ne fait plus ça, en plein milieu, en centre-ville quasiment, dans l'abattoir. Et donc on est allé voir l'abattoir. On a expliqué ce qui se passait. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est l'épidémiologie. Vous pouvez pas le savoir. J'ai toujours dit ça. Vous pouvez pas savoir si vous ne touchez pas du doigt. C'est pas des analyses mathématiques qu'on fait à distance. On va voir. Donc, d'abord, il y a quelqu'un qui nous dit, non, mais moi, j'habite à côté de l'abattoir. Puis un deuxième, un troisième, c'est Philippe Brocchi, qui me dit, Didier, il y a un truc avec l'abattoir. C'est vrai que les premiers cas de fièvre Q diagnostiqués en Australie étaient chez les gens qui travaillaient dans les abattoirs. Donc, on le savait que c'était des abattoirs. Mais il retrouve ça, lui, en étant neutre. Il retrouve ça, le représentant, lui, de la santé publique, il interrogeait les gens pour savoir s'ils avaient mangé du jambon. Donc, on voit qu'il connaissait pas bien la fièvre Q. Il posait des questions idiotes, et donc les réponses n'étaient pas vraiment utilisables. Mais toujours est-il que je vais voir l'abattoir, et je regarde ce qui se passe avec l'abattoir. On a eu la vie facilitée. Là aussi, de temps en temps, il faut désobéir. Le préfet nous avait interdit d'y aller en disant que vous allez les affoler. Moi, j'appelle le maire. Il se trouve que le maire lui-même avait fait une fièvre Q, donc lui, il m'a dit non, moi je suis complètement d'accord pour venir voir. Très bien, je vais voir. Donc je vais à l'abattoir. Et donc quand je vais à l'abattoir, un truc extraordinaire, l'abattoir était là. Juste à côté de l'abattoir, il y avait l'héliport, c'est-à-dire les hélicoptères qui venaient là, et pour aller chercher les gens en montagne, ceux qui s'étaient perdus, ceux qui étaient tombés, ceux qui étaient, etc. Quand l'hélicoptère s'envolait ou atterrissait, les gens s'arrêtaient de l'autre côté de l'abattoir pour regarder l'hélicoptère, se distrayaient de voir monter et descendre l'hélicoptère. Et entre l'hélicoptère et eux, il y avait tout le fumier, tous les déchets des moutons qui étaient posés. Et donc, l'hélicoptère faisait un aérosol qui envoyait les bactéries qui étaient éventuellement dans la manure, dans les déchets des moutons, sur les gens qui habitaient là. Et donc on a fait une enquête cas témoin pour mettre en évidence que les gens qui habitaient à côté de l'abattoir, et en particulier les gens, il y avait une antenne de la mairie qui était juste à côté, donc il y avait un pourcentage de gens de la mairie qui étaient positifs, qui était incroyable. Et donc on a dit ça, on a expliqué ça au maire, on a expliqué ça, on a publié ça.
Et dedans, il y avait un type qui était absolument furieux, il y avait un vétérinaire qui faisait partie du conseil municipal et qui était responsable de la surveillance de ça. Et le type s'était jamais braqué contre le fait, c'est un contresens d'avoir un abattoir en plein centre-ville. Il a fini par être fermé, mais lui disait, c'est pas du tout ça, non, c'est les moutons de la montagne. Non, c'est là où il y avait le plus de moutons, c'était dans l'abattoir, il finissait tout cela, de toute manière. Donc tout ça était plein de sens. Et à chaque fois, vous voyez, il y a les politiques qui s'en mêlent et qui disent il faut pas en parler, on serait cru dans les dents de la mer, n'en parlez pas, n'en parlez pas, n'en parlez pas. On lui a désobéi, donc c'est pas ni la première fois ni la dernière fois que je désobéissais pour faire quelque chose. Après, il a plus rien dit. Quand on a dit écoutez, il y a une épidémie, on a trouvé la solution, maintenant il faut prendre plus des mesures qui sont des mesures politiques, il faut se préoccuper de ça. Voilà. Après, on a eu à régler comme épidémie une chose qui était très intéressante, qui était ici, quand on regardait juste l'adresse postale des gens qui faisaient une fièvre Q, et puis j'avais un correspondant à Martigues qui m'appelait très très régulièrement pour les fièvres Q qu'ils avaient à Martigues. Il y a une surexpression de Martigues, une petite ville qui est à côté de Marseille. Il y avait un nombre de cas à Martigues qui était considérable, mais Martigues n'est pas une ville rurale, c'est une petite ville au contraire qui est au bord du mer, qui a un port. Et donc je me posais la question de savoir qu'est-ce qui se passait avec la ville de Martigues. Et on a commencé à regarder dans l'année, d'accord, quelle était la saisonnalité dans cet endroit spécifique de la ville de Martigues. Et on a fini par se rendre compte que c'était pendant la saison dans laquelle il y avait le plus de Mistral qu'il y avait des infections à la ville de Martigues. Il faut savoir que ça fait un certain nombre d'années qu'on sait que Coxiella burnetii est véhiculé par le vent. D'accord ? Et que donc, quand vous êtes sous le vent d'un troupeau, c'est là que vous avez le plus de chances d'attraper la fièvre Q. Et juste, effectivement, au nord-est de Martigues, il y avait la plaine de la Crau, qui était une plaine couverte d'élevage de moutons, et c'est les moutons qui sont en liberté. Et les moutons qui sont en liberté, les femelles laissent les placentas quand elles accouchent, les placentas sont là, se dessèchent, et dans le placenta, vous avez 1 million de Coxiella burnetii par gramme de placenta quand vous êtes infecté. Et donc, il y avait là des placentas secs, bourrés de Coxiella burnetii. Quand il y avait un coup de vent, ça résiste très bien à l'extérieur. Hein, quand il y avait un coup de vent, vous aviez le vent qui arrivait et qui balançait ça sur les gens qui habitent Martigues. Après, il y a beaucoup moins de moutons ici. On a eu un deuxième cluster à Martigues qui était intéressant chez des jeunes. Et on a demandé mais qu'est-ce qui se passe? Et alors on a compris, il y avait une ferme pédagogique à Martigues et tous les gosses qui avaient la ferme pédagogique à Martigues, et là il y avait des moutons et des chèvres qui étaient infectés. Et donc ils ont attrapé ça. Ensuite, comme épidémie, ce qu'on a eu l'occasion d'investiguer, c'était l'épidémie à Cayenne, en Guyane. Alors on avait vu dans la littérature que les gens publiaient en disant mais c'est incroyable ce qu'il y a comme nombre de cas à Cayenne de fièvre Q, puis c'est des cas graves, c'est des pneumonies sévères avec des morts, etc. Très bien. Et puis les gens nous ont jamais rien demandé. Moi, je n'allais pas demander aux gens si vous voulez qu'on leur résolve leurs problèmes. Si on me demandait, je disais oui, mais. Et puis donc ils essayaient de faire ça avec l'Institut Pasteur. Les Instituts Pasteur ne savent pas cultiver, ils savent pas cultiver Coxiella burnetii. Donc ils peuvent faire la sérologie. Très bien, ils le faisaient, j'ai pas de problème. Et puis le type qui s'occupait de cette histoire-là, spécifiquement, s'en va pendant 3 ans ailleurs, et arrive une jeune fille, les investigateurs, toujours on change d'investigateur, l'épidémiologie change. Il arrive une jeune investigatrice qui dit, écoutez, moi je comprends rien à cette histoire, vous voulez pas nous aider à cette histoire? Et elle me dit, déjà, j'aimerais que vous nous donniez tous les cas dont vous avez fait le diagnostic en Guyane, parce que du coup, je voudrais faire le travail épidémiologique. Je dis, mais attendez, on vous demande un truc, mais vous n'avez jamais travaillé avec nous, jamais. Elle me dit, mais attendez, moi je suis tout à fait d'accord pour travailler avec vous, si vous voulez travailler ensemble. Je dis, oui, déjà, je comprends pas pourquoi vos formes sont si graves, parce que ici, on voit pas les formes graves comme ça de pneumonie, on ne voit pas. Elle me dit, écoutez, si vous voulez, je vous envoie des prélèvements au fur et à mesure pour que vous cultivez. Je dis, mais volontiers. On envoie 10 prélèvements cultivent, on sort une souche, on analyse la souche, et la souche est un clone complètement à part, très particulier, en séquence. Après, on l'analyse et on voit qu'il y a des modifications, pareil, de réduction en particulier d'un élément très particulier qui est un appareil de sécrétion, qui explique très certainement qu'elle soit plus grave. On fait un modèle expérimental, elle est plus grave. Et donc ce clone qui n'existe pour l'instant qu'à Cayenne, qui est spécifique de Cayenne, est
liées à des formes plus graves, aussi bien dans le modèle expérimental, liées à des modifications du génome qu'on voit sur les bactéries qui sont plus graves. Non, très bien. Je leur dis, écoutez, si ça vous intéresse, je viens, puis on essaie de comprendre en plus d'où ça vient, quel est le réservoir. J'interroge les gens ici, mais encore une fois, il faut aller voir les choses. Donc j'interroge les gens ici, j'avais des patients en plus qui venaient de Cayenne, qui avaient des fièvres chroniques que je soignais, donc je les interroge, qu'est-ce qu'il y a de particulier à Cayenne? Ils disent, oh Cayenne, c'est un truc, c'est plein de chauves-souris. Moi les chauves-souris, ça me dit quelque chose, vous avez vu, je vous ai expliqué, les chauves-souris c'est vraiment le réservoir incroyable. Bon, très bien, je suis allé voir, mais je comprenais pas pourquoi il y avait que à Cayenne que les chauves-souris étaient à l'origine de fièvre Q comme ça, parce que je l'ai pas vu ailleurs. Et donc, je vais à Cayenne, et puis en Guyane, et puis donc très bien, on profite pour aller en Guyane, voir les poux, voir ce qui se passait en Amazonie, enfin, puisque c'est à côté de l'Amazonie, donc on a fait, 12 heures de pirogue pour aller en Amazonie, pour aller collecter ça. Et puis on collecte là-bas des animaux, des prélèvements, j'examine le truc, quels sont les foyers, qu'est-ce qui se passe. Et puis le type qui avait fait un travail, qui était parti, avait fait un travail intéressant sur l'épidémiologie, il avait trouvé que c'était tout. Les cas, il pensait que c'était une zoonose d'animaux sauvages ou semi-domestiques, parce que il avait trouvé que c'était tout à la périphérie de Cayenne que l'on trouvait. Donc il a fait un très bon travail épidémiologique. Et je vais là-bas et je ne trouve pas. Et je reviens, j'étais irrité, j'étais allé avec mon complice pour les animaux, qui est donc Bernard Davoust. Et puis Bernard Davoust y retourne parce qu'il y avait, là-bas, il y a, bien sûr, en Guyane, il y a des militaires qui travaillent, et donc c'est d'ailleurs en allant chez eux, c'est le docteur Pommier de Santis qui gérait ce côté épidémiologique, en allant chez eux, qu'on avait vu qu'il y avait eu des cas, il y avait une épidémie chez eux qui était, pareil, limite de la forêt. Et Bernard revient et me dit, écoute Didier, j'ai pensé à quelque chose, on a trouvé un paresseux mort, et on se demande si ça pourrait pas être le paresseux, parce que, après tout, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Cayenne, c'est paresseux. Parce que des villes dans lesquelles il y a des paresseux qui viennent bouffer juste à côté, il n'y en a pas. Très bien, on regarde le paresseux, et qu'est-ce qu'on trouve? Coq-sérieux en Étie, qu'est-ce qu'on trouve? Exactement la même souche. Et après, on repart sur le plan épidémiologique, et effectivement, on apprend, on publie tout ça, que il y a beaucoup, ces animaux qui sont adorables, hein, parce que c'est très joli, et ça va très lentement. Donc d'abord, ils s'approchent des hommes, c'est les hommes, comme toujours, sont anthropisés parce que les hommes leur donnent à manger. Et puis il y a un centre de réhabilitation du paresseux en plein centre-ville de Cayenne, dans lequel tous les gens viennent voir les paresseux, c'est un peu comme la ferme pédagogique, et je pense que c'est comme ça qu'ils l'attrapent. Et donc le réservoir sauvage qu'on a trouvé, le seul qu'on a trouvé, c'est le paresseux, dans lequel il y a des transmissions entre paresseux, très certainement, et qui explique qu'il y ait un clone qui soit développé, donc je ne sais pas s'il a commencé chez le paresseux, ou s'il a été transmis au paresseux par je ne sais quoi, mais vous voyez, moi-même, je savais pas, et même en étant en Guyane, j'ai pas eu l'œil attiré, c'est Davoust qui est un vétérinaire, j'ai pas eu l'œil attiré par les paresseux. Je suis pas aussi bon pour les zoonoses, pour identifier les trucs des zoonoses, à part les quelques bestioles que je connais, je sais pas, les rats, les chats, les chiens, dont je connais les mœurs parce que ils me sont familiers, mais dans la faune sauvage, honnêtement, je suis pas compétent. Cette faune sauvage nous a amené à regarder, donc ça c'est la fièvre Q, on a eu beaucoup d'épidémies sur la fièvre Q, après les Hollandais ont une énorme épidémie de fièvre Q, on a eu l'occasion là de discuter vraiment avec eux, de voir le désaccord profond qu'il y a. Moi j'ai passé 40 ans de ma vie à travailler sur la fièvre Q, j'ai écrit 90% des papiers sur la fièvre Q pendant tout ce temps, et quand les Hollandais ont dit ça, le service santé publique a décidé qu'ils allaient réécrire en termes de la fièvre Q, basé sur la littérature c'était quasiment que la mienne, où ils ont écrit une histoire qui était complètement différente. Moi, ils m'ont invité 2 fois à dire, mais vous voulez pas reprendre ce qui existe, partez de là pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, si vous recommencez là où moi j'ai commencé il y a 40 ans.